Mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Premier ministre Joseph Joute décide de surseoir à la libération des détenus graciés par le chef de l'État en raison de la présence dans la liste de criminels de sang. Après un mois de grève, les juges reprennent le travail ce jeudi. Les associations professionnelles de magistrats ont lancé un appel en ce sens apparemment. Une entente a été trouvée entre ces associations et l'exécutif à la suite de discussions. Manifestation de joie à Village de Dieu suite à l'annonce de leur intégration au groupement des gangs dénommé G9 en famille et alliés. Quelques centaines de personnes ont déambulé dans les rues mercredi pour saluer la paix entre le Village de Dieu et ses voisins. La barre des 6000 cas de coronavirus en Haïti est franchie. Le pays compte, selon le dernier avis du ministère de la Santé, 6040 cas d'infection, 107 décès et 1032 personnes traitées. Le taux de létalité nationale n'a pas bougé et reste à 1,8%. La létalité est plus forte dans le nord et l'Artibonite avec des taux respectifs de 6,7 et 5%. Dans le département de l'Ouest, qui compte 4539 cas d'infection pour 57 décès, ce taux est de 1,2. Aucun décès n'a été jusqu'ici recensé dans le département du Centre. Soulignons que 48,8% des personnes infectées sont de sexe féminin contre 59,2% de sexe masculin. Le nombre de cas suspects est de 12 566. Il y a eu une explosion de joie à Village de Dieu suite à l'annonce de leur intégration au regroupement des gangs. Des cris de joie ont été entendus et les manifestants ont déambulé dans les rues mercredi pour saluer la paix entre le Village de Dieu et ses voisins. Ils ont indiqué que les chefs de ce gang ont rejoint le G9 qui rassemble les chefs de gang de 9 quartiers de la capitale. Les résidents du Village de Dieu indiquent qu'ils pourront reprendre leurs activités sans crainte d'être attaqués par des groupes rivaux. Les gangs de Grand Ravine et Base Pilate sont régulièrement en conflit avec ceux du Village de Dieu. Les séparateurs, érigés depuis plusieurs semaines par les forces de l'ordre, étaient toujours en place, mais plusieurs véhicules étaient visibles sur le boulevard Harry Truman. Les résidents du Village de Dieu appellent les autorités à enlever les séparateurs pour une reprise normale des activités économiques. Récemment, des chefs de gang avaient annoncé la formation d'un regroupement des groupes armés. Il s'agit d'un pacte de non-agression qui ne doit pas être confondu avec un désarmement. Les groupes armés de Cité-Soleil, Delma 2, La Saline, Wharf de Jérémie sont membres de ce groupe dénommé G9, en famille et alliés. La police nationale d'Haïti est la seule force armée légitime du pays qui soit habilitée à pacifier toute la région métropolitaine de Port-au-Prince. C'est ce qu'a rappelé le porte-parole adjoint de l'institution, Gary Desrosiers. Des groupes armés qui ont semé la terreur au sein de la population, qu'ils décident de changer leur fusil d'épaule ou pas, restent des recherchés par la PNH. De manière stratégique et avec des renseignements, la PNH fera tout son possible pour reprendre le contrôle de la situation. C'est la garantie donnée par l'inspecteur Desrosiers. Suivez ce reportage de Rudolphe Pierre-Louis. Barricadé depuis mars 2020 par les agents de la PNH, le Village de Dieu est difficile d'accès. Bien que des rumeurs laissent croire que les barrages ont été enlevés suite aux déclarations des groupes armés, l'inspecteur Desrosiers se montre réservé à ce sujet. Et moi, j'ai parlé avec l'autorité de la police matin. La zone est toujours barricadée et toujours une présence blindée là-dedans. Est-ce que ça est capable d'arriver que quelques personnes dans la population capable d'arriver pousser et séparateurs? Mais comme aspect vie est important pour nous, d'abord, nous préférons éviter
tu as des gens qui sont victimes au lieu de gagner des gens qui sont victimes. Et moi, je ne suis pas vraiment capable de porter une clarification à la question posée parce que je ne suis pas de parler avec les responsables commissariat et Port-au-Prince pour te dire exactement est-ce que il y a des côtés qui débarquent, qui pas barricadés encore. Mais avec l'autorité ça que je parle, que je suis capable de faire confiance, zone est encore barricadée. Tout comme la population, la PNH est au courant des interventions des groupes armés. Mais doit-on parler de collaboration entre les deux forces armées? Monsieur Desrosiers est sans équivoque. Seule la PNH a la légitimité en sa faveur, elle avance lentement, mais sûrement. Mais nous-mêmes, nous tenons compte justement de faire effort ensemble avec la population pour que nous soyons capables de débarrasser les gens des bandits qui vivent à côté de manière pour qu'ils soient capables de librement vaquer dans l'occupation. La police à travers le monde pas jamais fait, mais la police lui-même n'a pas évolué dans le cadre légal. Et nous je dis que côté que lui-même bandit en lui-même, les qu'on sorti avec des armes, les tirer, plusieurs monde blessés, plusieurs monde prend balle et gen moun qui mouri. La police pas qu'à un comportement pareil. La police lui-même c'est avec stratégie, c'est avec renseignement que le servit. Que les membres de groupes armés décident de changer leur fusil d'épaule ou pas, la police nationale poursuit sa mission. C'est en ce sens que plusieurs avis de recherche ont été émis à l'encontre de certains individus dont on suspecte l'implication dans des cas d'assassinat ou le trafic illicite d'armes à feu. Moi, donc, il y a plusieurs avis de recherche. Et c'est certain que il y a des avis de recherche que nous lançons, que nous ne pouvons jamais arriver à épingler Mounio. Mais il a toujours été avis de recherche. Et j'en nous dis, et ça fait que à chaque fois que nous lançons avis de recherche, nous toujours dit au cas que nous localisons Mounsayo, pour la population lui-même, aider nous-mêmes pour que nous soyons capables d'arriver à épingler Mounio et conduire devant la justice. Et bon, à savoir, oui, il a toujours été dans le cadre de recherche. Et pas les mêmes seulement, et d'autres mondes que nous avons cherché. Et avis de recherche, et toute population, et caméra, et caméra à la presse, justement, témoignent ça. Il occupe actuellement le devant de la scène médiatique. C'est un ancien policier. Jimmy Chérizier est toujours dans la ligne de mire des agents de la PNH. Il est recherché, quelles que soient ses actions présentes, précise le porte-parole adjoint. Au niveau de la police, nous-mêmes, nous étions dans le cadre de travail, pas nous. Côté que nous avons lancé un avis de recherche derrière et nous encore déterminés pour que nous soyons capables d'arriver épingler et conduire devant la justice. L'assassinat du substitut du gouvernement le 12 juin, l'opération menée au port Lafiteau le 19, les 2 corps calcinés retrouvés dans la commune de Tabar le 23 juin, autant de faits qui ont marqué le mois de juin, souligne l'inspecteur Gary Desrosiers qui assure en même temps que des enquêtes sont en cours et sont également sur le point de se révéler fructueuses. En ce qui concerne les alliances formées entre les groupes armés, la position de la PNH ne change pas, indique M. Desrosiers. Tous ceux qui ont semé la panique au sein de la population seront traqués par les agents des forces de l'ordre, rassure l'inspecteur Desrosiers, faisant office de porte-parole adjoint de la PNH. Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis pour Télé Métropole. Les juges reprennent le travail ce jeudi après un mois de grève. Les associations professionnelles de magistrats ont lancé un appel en ce sens jeudi. Une entente a, semble-t-il, été trouvée entre ces associations et l'exécutif à la suite de discussions. Mais le juge Jean-Wilner Morin de l'Association nationale des magistrats haïtiens, ANAMA, préfère parler de trêve. La liste des personnes devant bénéficier de la grâce présidentielle n'avait pas été efficacement traitée, a concédé ce jeudi 2 juillet le directeur des affaires juridiques du ministère de la Justice, M. Levelt Milor. Le juriste a avoué que les responsables du ministère avaient cédé aux pressions de quelques organisations de défense des droits humains qui réclamaient la libération rapide des prisonniers dans le cadre de l'état d'urgence. Cette liste de 415 personnes soumises au chef de l'État n'avait pas été épurée, a-t-il laissé entendre. Et Covid-19 avance pour nous, il y a des acteurs qui plus a insisté pour nous soumettre liste là par le président et il y a des acteurs qui même a fait pression côté que ils ont arrivé joindre président,
Ils dit que nous avons une liste, mais nous ne pouvons pas le voir pour des gens graciés, pour une grâce présidentielle, ils va pour qui ça nous kembel. Sur insistance ça, nous-mêmes, nous obligés, et sans travail, épuration, ça pas fini, liste a obligé à jeune président, liste à jeune président, il y a 432 personnes, 432 condamnés. Liste arrivé jeune président avec Covid qui va nous temps. Président, équipe président, de 432 personnes, il dit qu'il a retiré 17 personnes là-dedans. Qui moun a retiré 17, c'est moun qui a figuré 2 fois seulement. Il dit pas encore, pression corona, d'autres acteurs sont obligés, seulement dans vérification par eux, obligés de porter considération par eux sur nom qui répété 2 fois dans la liste. Il est ça, liste 432 personnes que yo vinn retirer 17 personnes là-dedans, il vinn retirer 415 personnes. De 415 personnes ça, président sorti, arrêté, publié pour moun sa yo gracié pour moun sa yo à jeune liberté. Le temps pour travail d'épuration t'est fait, t'es vinn et nous pas vinn temps sous premièrement sous question pression maladie dans prison que tout le monde était senti alerté et puis pression l'autre acteur qui t'a travaillé ensemble avec nous qui te dit gain de travail pour nous faire là c'est perte de temps voyez ça aller. Maintenant malheureusement l'objectif était louable mais malheureusement après la publication de arrêté malheureusement il y a quelques noms qui provoquaient scandale. Nous ça yo dressé là nous une liste de 11 personnes qui dressé scandale côté ministère penché sous question il veut avoir un travail technique pour essayer de déterminer côté nous prend go la main ça. Nous même au niveau du ministère de la Justice nous réagir vite, nous identifier moun qui concocté pour ça et nous prend des mesures administratives, nous prend des sanctions contre moun et nous pas rappeler nous si nous avons touché des questions ça il y a 2 commissaires gouvernement nous sanctionner c'est commissaire gouvernement Kwadé Boukea et commissaire gouvernement Jérémie et je pense que des noms dans 11 moun ça qui provoquer scandale yo il y a des noms qui là réellement qui pas doué là parce que c'est pas erreur certaines organisations qui nous surveiller qui météo là d'autant plus nous voyons que réellement notre travail organisation fait nous réellement c'est justice que ils font bon travail nous prenons sanction mais nous bon garantie nous étaient deux seulement juridictions pour nous enquêter sur eux c'est juridiction Grande Rivière du Nord et puis Aken deux juridictions ça traité pour 4 noms 2 juridictions ça nous ba garantie à population avec société n'a mené enquête. Une fois nous établi responsabilité, chaque autorité ou bien chaque acteur qui te trompé nous dans démarche nous a fait par rapport à Covid-19 là, n'a sanctionné. Ça c'est clair. Nous autres au niveau du ministère de la Justice, nous ne tolérons pas les dérives. Nous autres au niveau du ministère de la Justice, nous ne pouvons pas nous permettre à ce que des acteurs du système, au lieu que de nous renforcer le système, pour saboter le système. Le gouvernement haïtien sursoit à la libération des personnes ayant bénéficié récemment de la grâce présidentielle. Lors d'un conseil de gouvernement, ce mercredi 1er juillet, le Premier ministre Joseph Joute a demandé au ministre de la Justice de geler l'application de la grâce présidentielle ayant provoqué une forte contestation. Le protecteur du citoyen, Renan Edouville, a salué une décision de sagesse du chef de l'État et du Premier ministre. Il recommande une analyse minutieuse des dossiers avec l'implication des parties prenantes. M. Edouville encourage les autorités à jouer la carte de la transparence en impliquant les organisations de défense des droits humains, la Fédération des barreaux d'Haïti, l'Office du protecteur du citoyen, les décanats des tribunaux et des parquets. Mais il qualifie de mensonges les explications du ministre de la Justice faisant état de l'implication de l'OPC dans l'élaboration de la liste des personnes ayant bénéficié de la grâce présidentielle. Dans le but de désengorger les prisons, le gouvernement a décidé d'une grâce présidentielle.
Apparemment, cela ne s'est pas très bien passé. Alors, pour en parler, nous aborderons d'autres sujets également. Nous avons avec nous ce soir Monsieur Camille Edouard Junior, ancien ministre de la Justice sous le gouvernement de Josler Privert. Bonsoir, Monsieur Camille Edouard Junior. Bonsoir Serge, c'est un plaisir. Voilà, merci de nous avoir accordé un peu de temps et nous sommes en visioconférence, comme on dit, et moi je suis dans les studios de Métro News. Commençons par le commencement. Cette fameuse grâce présidentielle, d'abord, qui établit la liste des prisonniers qui pourront bénéficier de la grâce et par la même occasion, sur quels critères décide-t-on de sélectionner X ou Y? La politique de la justice d'un gouvernement relève du ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Et par conséquent, quand il est de l'agenda d'un pouvoir d'octroyer la grâce présidentielle, il revient maintenant au ministre de la Justice et de la Sécurité publique et à travers les organes compétents, notamment la direction de l'administration pénitentiaire, la direction des affaires judiciaires au niveau du ministère de la Justice, d'établir la liste des personnes susceptibles d'obtenir la grâce présidentielle. Évidemment, le Palais national, le président de la République, il a, conformément à la Constitution, à l'article 146, la prérogative d'accorder la grâce. La grâce, elle peut être totale, elle peut être partielle, c'est ce qu'on appelle la commutation de peine. Et il y a d'autres circonstances où c'est une amnistie que le président accorde. Voilà. Et qui peut obtenir la grâce? N'importe quelle personne qui est condamnée et dont la condamnation a acquis l'autorité de la chose juge. Et cette personne peut obtenir la grâce présidentielle. C'est une prérogative exclusive du président de la République. Oui, dans pratiquement toutes les démocraties, je crois. C'est une vérité absolue. Maintenant, apparemment, ça ne s'est pas bien passé cette fois-ci. Même l'actuel ministre de la Justice, M. Luc Mandeville, l'a reconnu. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait même eu certaines sanctions qui avaient été prises contre ceux qui s'étaient rendus fautifs d'avoir inscrit sur la liste des gens qui n'auraient pas dû s'y trouver. Des criminels de sang, etc. Je pense que sur ce point-là, il faut être très précis. Et la grâce, et comme son nom l'indique, c'est une grâce. La grâce n'est pas accordée aux innocents. La grâce est accordée aux personnes coupables, quelle que soit l'infraction. Absolument. Et ceci doit être très clair pour tous ceux qui nous écoutent, qu'on ne gracie pas des innocents et on gracie des gens qui sont condamnés. En revanche, lorsqu'on procède à une grâce présidentielle, les personnes qui sont concernées doivent subir ce qu'on appelle une certaine vérification. Parce que, vous savez, Serge, il y a ce qu'on appelle le risque de récidive. Quand quelqu'un est jugé condamné, lorsque cette personne et purge sa peine, une fois et la personne aura fini de purger sa peine, la personne est libérable, la personne est élargie. Maintenant, cette personne peut éventuellement se retrouver dans une situation à commettre la même infraction et à ce moment-là, on parle de récidive. Donc, pour éviter que des criminels endurcis, des criminels notoires se retrouvent en pleine rue, à ce moment-là, on établit, suivant les besoins de la politique du moment, un certain nombre de critères où on peut dire que des personnes qui sont condamnées pour viol, des personnes qui sont condamnées pour des crimes d'assassinat, et des personnes condamnées pour pédophilie, et ces personnes-là ne peuvent pas bénéficier de grâce présidentielle. Mais c'est un choix parce que la grâce, elle est une prérogative et elle est exclusive au président de la République qui décide qui accorder une grâce, à qui accorder une grâce totale,
une grâce complète, à qui accorder une grâce partielle. Oui. Maintenant, le scandale peut venir éventuellement lorsque des personnes qui ne sont pas condamnées sont graciées. Alors là, il y a des problèmes administratifs, je veux dire. Et quand c'est une personne qui est graciée, que cette personne a un casier lourd, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle des risques de récidive. Donc c'est pour cette raison qu'on demande que préalablement à la grâce et à ce qu'elle soit accordée, il faut évidemment étudier les dossiers. Les gens qui sont susceptibles d'être graciés peuvent faire l'objet de vérification, de suivi. Et des psychologues peuvent être sollicités, des psychiatres, pour voir est-ce que ces personnes, une fois libérées, et peuvent constituer un véritable danger pour la société. Oui. Mais ceci n'est pas automatique. C'est ça, mais parce que c'est ça le point important. Un président de la République qui commute une peine de mort en une peine de prison à perpétuité, ça ne change pas grand-chose pour la société. Cet homme restera toujours derrière les barreaux et ne sera pas remis en liberté. Le président de la République peut décider de gracier totalement, de libérer la personne. Oui, mais ça, c'est important. La différence... Parce que les gens ne comprennent pas que ce ne sont pas les innocents que l'on gracie. Ce sont les gens qui sont coupables. Coupables, absolument, et qui sont en train de purger leur peine pour la plupart. Mais la grande différence dans le cas qui nous occupe, c'est que cette action a été entreprise dans le but de désengorger les prisons, c'est-à-dire de remettre ces gens en liberté. Il ne s'agit pas de commutation de peine ou de réduction de peine. L'idée, c'était de libérer les prisons qui, vous le savez, sont surchargées. Et donc, la conséquence de cette grâce, c'était la remise en liberté de ces gens. Et c'est là peut-être que se situe le problème principal. Bon, à ce moment-là, si l'objectif c'est de désengorger les prisons, il faut vérifier quels sont ceux qui ont été jugés. À ce moment-là, on aura des condamnés à qui on accorde des grâces partielles, alors une grâce partielle ou une grâce totale. Maintenant, des personnes qui ne sont pas condamnées, il faut absolument trouver une formule en conjonction des institutions qui interviennent, notamment les parquets de la République, les décanats, les prisons et les organismes qui interviennent, l'OPC par exemple. Toutes ces institutions peuvent se mettre en synergie pour favoriser ce qu'on appelle la tenue de procès pour ceux qui n'auront pas été jugés et condamnés. C'est ça. Pour ceux qui ont été jugés et condamnés, le président de la République peut, à ce moment-là, décider d'accorder une grâce soit totale ou partielle. Le problème, et là j'insiste, la seule exception fixée par la Constitution en la matière, c'est que le président de la République ne peut pas gracier des personnes condamnées par la Haute Cour de justice. Maintenant, en dehors de cette exception fixée dans la Constitution au terme de l'article 146, n'importe quelle personne qui se trouve être condamnée et que si les structures compétentes, après analyse des dossiers, estiment que cette personne-là peut bénéficier d'une grâce présidentielle, il n'y a aucun problème à ce que le président puisse accorder une grâce présidentielle. Ça, je pense que c'est important que ce soit précisé. D'accord. Et vous me corrigerez si je dis des bêtises. Je crois d'ailleurs que dans le cas de la grâce présidentielle, le président n'est en aucune manière tenu de justifier sa décision. Le président n'est pas tenu de dire pourquoi il gracie. D'ailleurs, c'est une pratique, je dirais même ancestrale. Parce que vous savez, Serge, la grâce est accordée autrefois pour des personnes condamnées à mort. Soit on change la condamnation à mort à une autre peine, soit la personne est libérable tout de suite. C'est une exclusivité des rois, aujourd'hui reconnue
et aux personnes, aux rares personnes qui ont momentanément le privilège de diriger leur pays. Ce sont des rois, ce sont des présidents de la République. Donc c'est pour cette raison que quand une grâce est accordée, une grâce est accordée. Le problème, c'est que la personne qui est graciée est-elle une menace pour le corps social? Et ça, c'est généralement après coup. Et c'est pour éviter ces genres de dérapage que, bien avant, on décide d'analyser les dossiers. C'est ça. Malheureusement, Monsieur Edouard, le temps passe vite. Il y a beaucoup de sujets que je voulais aborder avec vous, mais on va en laisser tomber quelques-uns. Allons directement à cet autre sujet qui fait l'actualité depuis quelques jours. C'est cette fameuse réconciliation, cette trêve décidée entre les gangs. Et certaines personnes ont trouvé que c'était quelque chose de positif, mais apparemment, votre successeur, M. Luc Mandélil, lui, il voit ça d'un très mauvais œil. Il ne voit pas ça du tout comme quelque chose de bon, et son argument consiste à dire, mais ces gangsters, ces bandits, ont simplement décidé de ne pas s'entretuer. Mais ils n'ont jamais annoncé qu'ils allaient suspendre leurs activités contre le reste de la population. Quelle est votre position sur cette trêve entre les gangs? Je suis cette question avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de préoccupation. Parce que je dois te dire, Serge, l'élément fondamental qui caractérise l'État, c'est l'exclusivité du monopole de la violence légitime. Une fois que l'État n'a plus le monopole de la violence, à partir de ce moment-là, l'État est incapable d'exercer son autorité. Dans une république, les mafieux, les gangsters ne peuvent pas, comme bon leur semble, décider de faire la paix ou de faire la guerre. Ça, c'est une preuve supplémentaire que l'État haïtien est menacé dans ses fondements. Donc, moi, je pense que l'État haïtien devra faire en sorte que ceux qui doivent répondre de leurs actes répondent de leurs actes. Et si des gens qui sont visiblement des gangsters, d'après ce que vous me dites, eh bien, à ce moment-là, il revient aux autorités de police de faire leur travail. C'est-à-dire de retrouver ces gens qui sèment la terreur au niveau de la population. Et je pense qu'il n'est pas loisible aux chefs de gang de faire la paix ou de faire la guerre. Ce n'est pas normal dans une république qui fonctionne. Oui, je fais quand même une petite correction. Quand vous dites que c'est moi qui dis qu'ils sont des gangsters, attention, hein, je ne suis que le porte-parole. D'accord, donc grosso modo, vous êtes d'accord avec le ministre de l'île, cette paix entre les gangs? Non, ce qui arrive, ce n'est pas d'être d'accord, de ne pas être d'accord. Je précise le principe même que dans une république, dans un état de droit, alors il faut dire que ça fait déjà très longtemps que l'état de droit dans notre pays est menacé parce que on est dans l'exercice d'un pouvoir qui n'a pas de contre-pouvoir. Ça, c'est un dilemme. Maintenant, au niveau de l'exercice et du monopole de la violence légitime, donc le rôle du ministre de la Justice, c'est d'organiser l'appareil répressif de l'État pour que la force et l'exclusivité de la violence reviennent à l'État, aux forces de l'ordre, aux forces de police. Et donc, le fait que des gens qui sont des chefs de gang se mettent ensemble, ça, c'est leur affaire. Ouais. Mais la police se doit de mettre en branle tous ces régiments, toutes ces institutions, toutes ces cellules pour pouvoir mettre la main aux collègues de gens qui sèment la terreur. Très bien. Parfaitement clair. Un dernier point peut-être rapidement. Notre système judiciaire est en panne.
il est complètement paralysé depuis quelque temps suite à un mouvement de grève des magistrats. Qu'est-ce que vous pensez de cette attitude des magistrats? Aujourd'hui, la justice est complètement bloquée. Est-ce que les magistrats ont raison? Est-ce qu'ils ont de bonnes raisons de se mettre en grève? Quelle est votre position sur cette question? Juger de savoir si la position des magistrats est bonne ou mauvaise, ce n'est pas mon rôle. Et d'ailleurs, il reviendrait plutôt aux associations de magistrats de répondre à cette question. Cependant, en tant que justiciable, en tant qu'Haïtien, en tant que citoyen, je pense que c'est tout à fait légitime pour ceux sur qui repose un élément de souveraineté, un élément de fondation de l'État de droit qui est de donner la justice. Donc, c'est tout à fait légitime qu'il s'exprime sur le sujet. Et je dois vous dire aussi, Serge, que autant que je me rappelle, il y a toujours un problème récurrent, c'est le problème du budget. Et dans la République, les magistrats doivent avoir la part qui leur revient au niveau de la péréquation budgétaire. Et ceci, c'est pour permettre aux acteurs du système judiciaire, aux magistrats assis et debout, d'être bien traités et d'avoir aussi la capacité de pouvoir répondre à leurs préoccupations. Cependant, les magistrats ne sont pas les seules catégories dans la société ayant des préoccupations. Il y a les professeurs d'université, les professeurs des écoles secondaires et primaires. Donc, je pense que c'est l'ensemble des fonctionnaires de la grande fonction publique nationale, des fonctions publiques locales et autres. Et c'est à l'État de répondre à toutes ces préoccupations. Cependant, je pense qu'on devrait regarder au niveau des allocations budgétaires, est-ce que les magistrats ont été bien servis, et d'ailleurs les conditions de travail et la vétusté des enceintes. Vous savez qu'il y a eu un problème majeur au niveau du palais de justice au centre-ville. Les magistrats sont extrêmement exposés. Et je regrette aussi de souligner que tout récemment, magistrat debout, substitut, a été assassiné. Absolument. Donc, tout ceci pour vous dire qu'il y a des menaces récurrentes et auxquelles il faut répondre à cela. Voilà pourquoi je pense que c'est tout à fait légitime pour la corporation des magistrats d'exiger de la part de l'État la part qui leur revient, la part qui leur est due. Oui, vous l'avez rappelé rapidement, les exigences des magistrats portent en effet non seulement sur les salaires, mais sur les locaux complètement délabrés dans lesquels ils sont appelés à rendre la justice, des conditions de travail indignes, tout à fait. Bon, maintenant, pour le contribuable que nous sommes, vous et moi, aujourd'hui, se faire interpeller par la police et mettre en garde à vue devient quelque chose de grave, puisque quelqu'un qui est mis en garde à vue ne peut être relâché que par un juge. Et comme les juges sont en grève, donc pour une contravention un peu grave ou pour une insulte à autorité, imaginez qu'un policier vous arrête, ça se passe mal, vous vous engueulez, le type vous embarque, qui va vous libérer ? Bon, je rappelle aussi que j'ai été mise au courant du fait que la plupart de ces associations ont demandé la levée de cette grève d'immunité et que par conséquent, a priori, dès aujourd'hui, tous les magistrats ont été à leur bureau. Et ça, c'est un point à souligner. Il me semble que des avancées ont été souligné au niveau du CSPJ pour la levée de la grève. En revanche, il y a un risque. Il y a un risque dans une république lorsque un corps de l'État comme le corps de la justice ne fonctionne pas bien. C'est une menace pour la liberté, c'est une menace pour le fonctionnement démocratique d'un État. Voilà pourquoi ceux qui dirigent doivent savoir que
et les policiers, les magistrats, ce sont des corps, je dirais, des corps sensibles, parce que les policiers sont là pour assurer la sécurité des biens et des biens. Les magistrats, ils sont là pour garantir la continuité du service public de la justice. Voilà pourquoi, et lorsque ces corps se mettent en grève, par exemple, ou se mettent en situation d'incapacité d'exercer leurs fonctions, à ce moment-là, c'est la République qui est exposée. Donc moi, j'espère qu'à l'avenir, des mesures auront été prises pour que ces structures, ces institutions, ces corps puissent ne pas se mettre en grève pour réduire la menace par rapport à la liberté publique. Bien sûr. Bien sûr. Un tout dernier point, mais j'aimerais qu'on le traite en moins d'une minute. Le nouveau code pénal vient de sortir. Il y a eu une réaction que je qualifierais de virulente de la part du sénateur Sénatus. Est-ce que vous partagez le point de vue du sénateur ? À savoir que ce code pénal est un encouragement à la pédophilie, la zoophilie, la prostitution infantile, etc., etc. Je commence par dire, Serge, que depuis Montesquieu, il est de principe que, d'ailleurs, il l'a dit dans l'esprit des lois, que c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il faut, par la disposition des choses, que le pouvoir est. C'est toujours un danger dans une république qu'une seule personne, avec ses amis, ses comparses, ou je ne sais plus, et décide de faire la loi. La loi, fondamentalement, c'est l'œuvre du Parlement. Il revient au Parlement de faire la loi parce que la loi sera la même pour tout le monde et s'imposera à tout le monde. Et lorsqu'on fait une loi, il y a ce qu'on appelle, Serge, un débat public. Et à l'occasion d'un débat public au niveau du Parlement, il y aura des pour, il y aura des contre. La majorité au niveau du Parlement tranche. Bien entendu, nous avons eu malheureusement des parlementaires ou des législatures très peu laborieuses, mais cela ne donne pas à l'exécutif la faculté de légiférer. À chaque fois que c'est l'exécutif qui légifère, il y a une menace pour la démocratie. Ça, c'est un élément fondamental. Et tout le dilemme du code pénal et les autres codes viendront. Et je ne sais pas si vous êtes au courant que d'autres codes viendront. Absolument, oui. C'est une menace pour la société lorsque on décrète des codes qui vont régir le fonctionnement de tout ou en partie le corps social. Et voilà pourquoi il y a des réserves au niveau de l'élaboration et même de la publication d'un texte, d'un code visant à légiférer, à régir le fonctionnement social. Maintenant, ce qui arrive, c'est que les éléments au niveau de ce code pénal, je dois vous dire que la loi doit être vulgarisée, c'est le principe de publicité. L'ensemble de la société haïtienne doit, de manière gratuite, avoir accès au contenu de ce décret pour savoir de quoi il en retourne. Voilà pourquoi il y a des hommes de l'art, il y a des anciens sénateurs qui montent au créneau, mais la majorité de la population haïtienne n'a et n'aura peut-être pas l'occasion de lire un document aussi volumineux et de faire son opinion. Voilà pourquoi je pense qu'en termes de contenu, pour ou contre, ça, ce sont des éléments d'appréciation en termes de contenu, mais au niveau de la forme, je pense et je réitère que l'élaboration des codes au niveau du public revient au Parlement. Eh bien, voilà qui est parfaitement clair. Écoutez, je crois malheureusement que le temps est venu de nous quitter. Donc, merci infiniment, Monsieur Camille Édouard Junior, de nous avoir accordé un peu de votre temps et d'être revenu et en nous éclairant sur la question de la grâce présidentielle, sur la trêve des gangs, la paralysie du système judiciaire.
et le dernier code pénal. Merci beaucoup, merci et bonne fin de journée. Merci beaucoup Serge et salutations à tout le monde au niveau de l'équipe de Métropole. Voilà. Eh bien voilà, c'était Monsieur Camille Éluard Junior, ancien ministre de la Justice sous le gouvernement provisoire de Monsieur Joslerme Privert.